Je vais vous laisser vous présenter, peut-être de nous rappeler ce qu'est le Shift Project. Ok, moi je m'appelle Ruben Fischer, je suis chef de projet bénévole au sein d'une association qui s'appelle le Shift Project. Alors je fais ça depuis 4 ans maintenant, mais par ailleurs dans le privé, j'étais jusqu'à il y a peu de temps directeur RSE et développement durable dans une entreprise qui fait plusieurs filiales qui œuvrait sous le dernier kilomètre. Et maintenant je suis cofondateur d'une société de consulting RSE qui est sous forme de coopérative. Le Shift Project est une association qui existe depuis 2010. On a la chance d'être présidé par quelqu'un de relativement connu sur le plan médiatique, qui est Jean-Marc Covici. Et on est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Ozano, qui a publié un livre il y a quelques années qui s'appelle L'or noir et qui portait donc sur l'histoire des énergies. On a une visée double, à la fois l'énergie et à la fois le carbone, ou plutôt la décarbonation, puisque la baseline ou le motto de l'association, c'est libérer l'économie de la contrainte carbone. On est connu, si toutefois on est connu plutôt pour une forme de rigueur scientifique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a la prétention de penser qu'on a toujours raison, mais en tout cas on est guidé plutôt par les faits et les chiffres que par une idéologie quelconque. Et on a la modeste ambition de pouvoir contribuer à éclairer les débats sur la transition énergétique en général. Alors justement, pour éclairer ces débats sur la transition écologique, le Shift Project s'est lancé dans un gros travail, une masse de travail assez conséquente, en sortant un certain nombre de rapports thématiques sous une appellation générique, un programme de transformation de l'économie française. Et je crois, je ne sais plus combien de rapports thématiques il y a eu, je ne sais pas si vous avez le chiffre, Ben, je dirais bien une vingtaine, comme ça, à vue de nez, peut-être une quinzaine. Et il y en a eu un spécifique sur le transport de fret, et dont vous avez coordonné les travaux. Ouais, j'étais chef de projet de ça. Alors, je ne sais pas répondre à la question combien y avait-il de rapports. C'était en mars 2020. Alors, je pense que la bonne partie de la salle, comme moi, on était confinés, ou en tout cas on allait l'être quelques jours après. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à cette époque-là, on se posait la question de tiens, si on parlait du monde d'après. Et on se disait que le monde d'après serait plus propre, décarboné, enfin, complètement différent. Et au sein du Shift Project, il y avait un groupe de réflexion qui s'est dit tiens, oui, chiche, réfléchissons-y. Si effectivement le monde d'après respecte 3 choses, d'une part, la courbe de décarbonation nécessaire de à peu près 5% par an. Deuxième point, si on arrive à se libérer des énergies fossiles, en gros, si on augmente notre résilience. Et troisième point, si cette société d'après, elle demeure ou elle est encore plus souhaitable, et notamment du point de vue de l'emploi. Ma phrase était un peu longue, mais en gros, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, il y a eu différents travaux qui ont été faits sur différents secteurs. Donc, on n'a pas pu couvrir toute l'économie française. Moi, j'ai travaillé sur effectivement le transport de marchandises avec 3 autres personnes, et le périmètre de nos travaux, c'était bien la France métropolitaine, donc à l'exclusion du transport maritime et aérien. Et le rapport a été publié en mars 2022. Le projet s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Je voulais juste préciser que le Shift Project publie des rapports qui sont indépendants et n'ont pas de lien particulier avec ce gros projet. Il y a eu notamment un rapport qui a été publié l'année dernière, je crois, à la demande du ministère des Armées, qui portait sur les prévisions d'énergie fossile au sein de l'Union européenne d'ici 2050. Et je rappelle que tout est accessible, gratuit, disponible. Voilà, ce qui permet d'évangéliser plus facilement. On va venir sur le sujet précis du transport de fret, en rappelant peut-être que quelques éléments clés. Bon, je pense que les premiers sont peut-être maîtrisés par la salle, mais on va rentrer gentiment dans le sujet. Le poids du transport de fret dans nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France. Ouais, et là, c'est pas un truc dont je suis particulièrement fier, mais à chaque fois qu'on parle du transport en France, on rappelle que c'est le seul secteur de l'économie, c'est vraiment le seul, qui n'a pas baissé ses émissions depuis l'année de référence 1990. Donc tous les autres, l'industrie, le logement, l'agriculture, etc., si on prend par rapport à cette année de référence, le transport, c'est entre guillemets les moutons noirs. Le transport, c'est à peu près, je vais utiliser des chiffres ronds, je vais dire c'est 30%, je crois que c'est 32%. En 2022 ou 2023, et au sein de ce 30%, encore une fois pour arrondir, c'est 20-10, donc c'est 20 pour les passagers et c'est 10 pour le transport de marchandises. Donc c'est quand même à la fois le secteur dont les émissions ne baissent pas, c'est le secteur
le plus conséquent en termes d'émissions dans la société française. Par exemple, dans l'Union européenne, je crois que c'est 25% et c'est pas 30%. Mais en France, parce que par ailleurs, on a d'autres secteurs qui sont plus ou moins décarbonés, effectivement, le poids du transport est plus élevé. Robin, vous nous avez transmis quelques slides, je vous laisse, n'hésitez pas à contrôler. Est-ce qu'on peut, on voyait ça, c'était sur le shift. Et ça, c'était sur le plan de transformation. Bon, on est relativement en ligne. Hein. Donc, sur ce rapport de transport de fret, là, on affiche voilà, les émissions du transport intérieur. On a un objectif partagé, convenu au moment de la signature des accords de Paris, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Quand on voit les courbes pour le transport et le transport de marchandises, voilà, va s'agir d'agir vite et fort. Et pour cela, on a quand même deux modes qui sont préconisés dans le rapport, c'est de maximiser le recours au mode massifié de transport, c'est-à-dire le ferroviaire et le fluvial. Oui, c'est ça. Les courbes des émissions, en effet, hormis la crise financière en 2008, en gros, ça n'a pas vraiment baissé. En tout cas, ça illustre ce que je disais à l'instant, c'est que par rapport à l'année de référence 1990, les émissions du transport en France n'ont pas baissé. Les barres sur la droite sont juste une illustration de l'efficacité énergétique ou pas, selon la typologie de véhicule. Et en effet, au sein du rapport qu'on a publié, donc, qui contient 55 mesures, donc l'idée c'est pas de toutes les décrire aujourd'hui, bien entendu, mais il y en avait une bonne partie, et les principaux leviers, alors il y en avait 6, hein, mais 2 des principaux leviers sont effectivement le report modal vers les modes plus énergétiquement efficaces et plus massifiés, qui sont le ferroviaire. Donc ça ne concerne pas trop aujourd'hui, mais également le fluvial. Et dans le domaine fluvial, hein, il est clairement précisé dans le rapport qu'il y a un levier de croissance essentiel, c'est la mise en œuvre de ce projet qui nous rassemble tous, hein, Seine-Escaut, la construction du canal Seine-Nord-Europe, qui est souligné malgré le fait qu'il s'agisse d'un grand projet dont on connaît forcément toujours un petit peu l'impact aussi. Néanmoins, ce type de grand projet permettant une massification du transport est préconisé. Ce type de grand projet est préconisé. Pardon, Robert, je ne voulais pas vous tendre un piège. Je ne voulais pas vous tendre un piège. Mais en l'occurrence, voilà, la capacité de ce projet d'ouvrir la porte à de nouveaux trafics est soulignée. Oui, en gros, dans le rapport, nous, on est parti comme si le projet avait été fait. Et donc, on a considéré que ce maillage était un point hyper important, notamment dans tout ce qui est transport pour les grands gabarits. Donc, on n'a pas travaillé sur le projet en tant que tel. On est parti du principe qu'il était lancé et qu'il verrait le jour en 2030. Et donc, il n'y avait pas de question autour de ce projet en tant que tel. Donc, oui, c'est un maillon très important pour la montée en puissance du fluvial en termes de part modale pour le transport à la fois européen, enfin pardon, à la fois français sur lequel j'ai travaillé et européen je suppose, mais je ne suis pas compétent pour le dire parce que je n'ai pas travaillé dessus. Vous aviez apporté effectivement aussi une slide sur les grands leviers de résilience du fret, là je vais vous laisser les commenter. Ouais, la planche n'est pas très digeste, mais elle est tirée des travaux de thèse de quelqu'un qui s'appelle Aurélien Bigot, et alors je ne veux pas être fidèle au titre de sa thèse, mais c'est quelque chose comme la décarbonation des mobilités en France. Et en gros, ça montre, c'est une équation de Kayat, donc il y a 5 variables qui contribuent aux émissions de transport de marchandises en France, et il y en a 2 qui ont contribué à les augmenter et 3 qui ont contribué à les baisser. Et tout l'intérêt de la planche, à mon sens, c'est de montrer que même si effectivement au sein du transport, on a tous œuvré pour améliorer la technologie, pour améliorer les processus opérationnels, pour mieux charger, etc. En gros, ce qu'on arrive à gagner, ce sont ce qu'on appelle en anglais les marginal gains, c'est vraiment des gains marginaux. Ça ne veut pas dire que c'est pas mais ça veut dire qu'en termes d'ordre de grandeur, on a gagné 10, 20 ou péniblement 30%. Et en face de ça, les 2 facteurs qui ont tiré les émissions vers la hausse, donc le premier c'est le report modal vers le routier. Alors le routier en soi n'est pas un problème, mais quand il est thermique, c'était le cas jusqu'à présent, effectivement c'est un problème, et là c'est une augmentation des émissions de 200%. Et le deuxième point sur lequel je vais un peu insister, si la conversation le permet, c'est l'augmentation de la demande. Et donc, espérer pouvoir réduire les émissions alors qu'on a une demande croissante et qui a augmenté les émissions de l'ordre de 300% depuis 1960, ça me
me paraît être très difficile. Et si c'est pas difficile du point de vue des émissions, ça le sera peut-être du point de vue de la disponibilité de la quantité d'énergie nécessaire. Très bien. On passe là-dessus. Passer par le fer et le fleuve en priorité. Vous avez entendu dans le discours, on a souligné l'intérêt d'avoir et des plateformes embranchées fer-fleuve, de trouver une vraie cohérence entre les modes de transport. Vous vouliez aussi évoquer les capacités de ces infrastructures. On sait qu'il y a des réserves de capacité importantes sur le fleuve, notamment celui sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc tout ça sont des avantages pour ces modes bas carbone et massifiés que sont le fer et le fleuve. Oui, on était assez surpris quand on a démarré les travaux. Sur le dernier kilomètre, effectivement, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'échanger au sujet du fluvial et du ferroviaire. Et donc un point qui est ressorti des différents entretiens qu'on a menés avec les professionnels qu'on a pu interroger, je pense qu'on a quelques-uns dans la salle, merci, c'était la découverte qu'en gros, il n'y a pas de problème de capacité générale. Donc il peut y avoir des goulets d'étranglement, certes, mais pour le ferroviaire ou le fluvial, en gros, au niveau français, on peut transporter entre 2 et 3 fois plus sans effectuer beaucoup de grands travaux. Voilà, on n'a pas besoin de doubler les chemins de fer, on n'a pas besoin de creuser de nouveaux canaux outre ceux dont on a parlé. Et donc en gros, alors je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que sur le Rhin c'est à peu près 2 fois plus sans grands travaux. Seine-Amont c'est peut-être 3, et Seine-Aval c'est entre 3 et 4. Donc en gros il y a quand même une forme de potentiel qu'on peut exploiter tout de suite, sans devoir investir beaucoup d'argent, sans devoir faire de grands travaux, sans devoir compter sur une nouvelle technologie qui verra peut-être le jour ou pas. En gros, allons-y dès maintenant. En tout cas, c'est pas la capacité qui nous en empêche. Et c'était un des grands enseignements qui est sorti des entretiens qu'on a pu avoir. Voilà, j'ai répondu à la question. Merci. Quelques messages clés sont ajoutés aussi sur cette slide. Ça a été évoqué aussi aujourd'hui. Si on veut, à un moment, je crois d'ailleurs par l'intervenant de l'Ox, si on veut que les chargeurs prennent la décision de passer sur des modes massifiés, bas carbone, il va falloir aussi peut-être les inciter très fortement, voire les contraindre. C'est également un des messages portés par ce rapport. Ouais, oui, il y a plusieurs points. Ouais. On n'a pas écrit en toutes lettres, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'est développé depuis, mais en gros, j'ai entendu une expression il n'y a pas très longtemps qui disait une bonne partie du transport était devenu un service pour des caprices. Alors non pas sur la longue distance, non pas pour du pondéreux, des choses comme ça, mais plutôt accès dernier kilomètre. Mais il y a une forme de détournement peut-être de ce métier qui a à la base une importance quasi régalienne. Alors non pas si je commande un poster et que je veux l'avoir parce que j'habite à Paris, je veux l'avoir cet après-midi, ça on peut dire que c'est pas primordial. Mais tout ce qui concerne l'alimentation, tout ce qui concerne peut-être une partie de l'industrie, tout ce qui concerne la médecine, il y a quand même des choses là-dedans qui sont complètement indispensables, qui sont urgentes et qui sont potentiellement d'une responsabilité de l'État pour que, quoi qu'il arrive ou quelles que soient les conditions, ça on puisse continuer à acheminer de quoi avoir à manger, parce qu'on dit souvent, mais je ne vais pas retrouver la source, mais on dit que des villes comme Paris ont 3 jours de stock alimentaire devant elles, et donc en effet, c'est quand même important qu'on arrive à acheminer ce genre de produits. Donc il y a un côté régalien qui aujourd'hui n'est pas couvert par l'État, parce qu'en gros il n'y a pas de ministère de la Justice, que les autorités régionales ne s'occupent pas du transport de marchandises. Et donc on avait une réflexion là-dessus qui était de dire, quelque part, qu'il y ait un ministère de la logistique ou pas, mais en tout cas qu'il y ait une forme d'autorité comme ça, ou d'impulsion forte de l'État qui se décline sur les différents territoires, ça permettrait d'opérer quelques changements. Alors, quelques changements, à titre d'illustration, c'est peut-être le ralentissement des cadences. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, ni en termes d'énergie ou de carbone. Si on se livre en vélo, il y a une empreinte carbone quasi nulle. Mais le fait d'avoir une course vers le just-in-time, d'avoir des heures de cut-off qui sont donc les heures à laquelle on doit partir et non pas les heures à laquelle le véhicule est rempli, ça facilite quand même pas l'organisation en amont et ça facilite pas les taux de remplissage par exemple. Et donc plus on est mis sous pression, plus potentiellement désorganisé. Et ça, je ne suis pas certain, ou en tout cas il n'y a pas de preuve dans le passé que le marché est capable de se réguler. Moi quand j'ai commencé il y a 15 ans dans le secteur, on travaillait pour ce qui s'appelait à l'époque la VPC, donc la vente par correspondance, et si on était livré sous 5 jours, c'était bien, quoi. Bon, parce que le monde était beaucoup moins bien à ce moment-là qu'il n'est aujourd'hui, pas certain. Donc un des premiers axes, c'est ça, c'est les cadences. Le deuxième axe, c'est de se dire que
avec une mise sous contrainte du marché ou une mise sous... tant pis, je veux dire, mise sous contrainte, ça permettrait peut-être à obliger les chargeurs à utiliser certains modes de transport pour certains produits ou pour certaines lignes. Je ne sais pas si c'était une approbation ou pas. Aujourd'hui, en gros, c'est l'économie qui dicte ce que je transporte et la fréquence à laquelle je le transporte et le mode utilisé. Demain, il serait tout à fait envisageable, ou en tout cas pourquoi pas, de se dire que sur certains axes, quand il y a des alternatives au routier thermique, alors qu'ils soient ferroviaires ou fluviales, mais en l'occurrence on va utiliser fluviales, et bien pour certains produits pour lesquels c'est pertinent, et pour certaines distances, en gros, vous n'avez pas le droit de faire du 100% routier. Donc le pré-H et le post-H, ok, bien entendu, s'il faut, mais en gros, la longue distance, c'est du fluvial, et pas le choix. Quand on mettait ce genre d'arguments, quand on discutait de ça avec les acteurs privés qu'on a interrogés ou avec lesquels on a fait des entretiens, moi j'y allais un peu sur la pointe des pieds en me disant bon, voilà, dans les meilleurs de cas je vais être écouté poliment, mais on va m'expliquer que non. Au final, ce qui ressort de ça, c'est que si la règle est la même pour tout le monde et qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence, alors pourquoi pas. Je simplifie un peu, mais en tout cas, il n'y avait pas de levée de bouclier pour dire ah bah non, jamais de la vie, ça ne marchera pas, c'est pas possible, etc. Parce qu'effectivement, le dépendre du bon vouloir du privé, et j'ai rien contre le privé parce que j'ai le travail, mais ça n'a pas fait ses preuves jusqu'à présent. Et le temps passe, et donc je vais arrondir, on est en 2025, on n'a pas réussi à décarboner du tout les transports de marchandises en France par rapport à 90. Il nous reste 25 ans pour le faire. Et au final, quand on voit l'énergie qu'il faut pour changer le parc de véhicules, pour changer les infras, en gros, on est déjà un peu en retard. Et donc, il me semble que accélérer, en tout cas mettre un peu plus sous tension le marché, y compris par des inputs du public, ça me semble pas une mauvaise chose. Et dernier point, pardon. Non, peut-être. Très bien. Justement, Robin, vous étiez ce matin auditionné par deux députés dans le cadre. Alors, est-ce que c'est une commission, une mission d'enquête sur la décarbonation du transport dans l'Union européenne? Quand vous poussez ce genre de proposition, est-ce que ça a été un sujet de conversation? Est-ce qu'on sent que voilà, ces élus sont à l'écoute? Oui, c'est un sujet. Alors, je pense qu'il y a 2 ans, c'était un sujet où un peu saugrenu, un peu bon, okay, ouais, c'est une association, ce sont des idéalistes. Maintenant, c'est vraiment un sujet, et c'est devenu un sujet à tel point que donc, dans les travaux qu'on a portés, je ne me rappelle plus, pardon, je vais juste zapper. Ouais. Dans le rapport qu'on a porté, c'est juste pour illustrer, donc on avait dit en gros, ce serait bien qu'il y ait des pouvoirs publics qui régissent ou qui encadrent une partie des transports de marchandises. Et on avait abouti à un niveau territorial avec un truc qu'on avait appelé les AOF, donc les autorités organisatrices du fret, un peu en écho aux autorités organisatrices de la mobilité, donc qui s'occupent du transport de passagers. Et on a été très agréablement surpris de voir que dans le cadre d'un appel à projet qui est porté par l'ADEME, qui s'appelle l'extrême défi logistique, donc qui est plutôt porté sur le dernier kilomètre, mais à la limite, peu importe. Ils font référence à ce qu'ils appellent, eux, une AOL, donc une autorité organisatrice de la logistique. Alors, peu importe la paternité ou la maternité, si c'est d'abord l'ADEME qui a pensé ou nous, à la limite, peu importe, mais ça veut juste dire que ça évolue, en tout cas en termes d'idées, relativement rapidement, et des choses qui paraissaient peut-être un peu, entre guillemets, extrêmes il y a 2-3 ans, sont maintenues, devenues un peu plus acceptables, puisqu'elles font partie des appels à projets. Alors en général, quand il y a des appels à projets, c'est pour lancer quand même des nouvelles choses, donc ça reste relativement, entre guillemets, novateur, mais en tout cas, c'est un peu moins marginal que ça n'était il y a 2-3 ans, par exemple. Et pour finir, on a entendu récemment une actualité sur la validité ou l'acceptation ou l'autorisation de circulation pour des méga-trucks en France. C'est se tirer une balle dans le pied pour le Shift Project ou... Oui, si on fait le parallèle avec ce dont on parle aujourd'hui, si on se dit qu'il faut clairement augmenter la partie de ce qu'on transporte par mode fluvial et par voie ferroviaire,
En effet, autoriser des véhicules avec une capacité plus large sur le mode routier, ça ne semble pas donner le bon signal. Donc en gros, effectivement, hein, ce mode-là, en gros, c'est double remorque, c'est plus efficace parce qu'en gros, je vais arrondir un peu, mais on double la capacité de transport et on double pas la consommation, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais néanmoins, le signal que ça envoie, qui est de dire, continuons à donner entre guillemets un avantage au routier, même si j'ai rien contre le routier, nous semble être malvenu, ou en tout cas pas synchrone avec les ambitions qu'on a par ailleurs, avec effectivement la stratégie du fluvial. Qui est de multiplier par 2, si j'ai bien entendu. Je crois que dans nos prévisions, on multiplie par 3 d'ici 2050. Et d'augmenter le ferroviaire aussi. Voilà, si on veut augmenter des modes alternatifs au routier, il faut peut-être arrêter de donner certains avantages ou d'aller dans le sens du routier. Même si, encore une fois, je n'ai rien contre le routier, c'est pas la question. C'est des questions d'efficacité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on revient juste sur la projection du chiffre, il disait que par des actions volontaires, par effectivement peut-être un encadrement plus incitatif, vous envisagez une répartition modale à 2050 entre routier, ferroviaire et fluvial? Ouais, alors de mémoire. Je suis désolé, on l'avait pas prévu ça. Mauvaise mémoire, mais ouais, donc le mode routier reste prédominant d'ici 2050, mais à 65% au lieu de 89 aujourd'hui. Le ferroviaire multiplié par 3, donc en gros on passe de 9 à 27, et donc le fluvial joue à peu près 7%, si les chiffres font du 100%. Avec relativement peu d'aménagement, avec relativement peu de création de nouvelles infrastructures, avec aucune nouvelle technologie mise en place, donc que des choses qui existent aujourd'hui, encore très peu. J'ai entendu parler d'hydrogène par exemple. On n'en a pas tenu compte pour le transport fluvial. On s'est dit que les biocarburants, c'est ce qui paraissait le plus simple à mettre en œuvre pour le fluvial. Et donc en effet, il y a juste un graphe là qui résume les leviers principaux sur lesquels on arrive à obtenir des gains de réduction d'effet de serre. Et en gros, avec les 55 mesures qu'on propose, on obtient une réduction des émissions de 97%, je crois. Donc, le reste, c'est par exemple du biocarburant, du fluvial, mais par rapport à l'efficacité intrinsèque, c'était pas un sujet de s'embêter. Très bien, mais je crois que 7% de part modale en 2050, grâce notamment, on l'a entendu, parce que celle d'Europe Sadesco a été considérée comme réalisée dans l'étude, c'est tout ce qu'on va souhaiter à la profession. Robin Fischer, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup pour l'invitation, très honoré d'être là. Et puis je vais proposer au président de l'association Philippe Marinier de venir conclure les débats. Merci beaucoup Robin.